Poser des questions, on essayera d'y répondre, d'accord? Mais vous parlez de la Haggadah de façon strictement technique, même si ce n'est pas technique, de vous parler de la Haggadah au niveau de ce qui est écrit dans la Haggadah en déconnectant tout cela de tout ce que représente la sortie d'Égypte, ça serait également une erreur. Il faut replonger cette Haggadah dans un contexte qui relate tout ce que, non seulement l'événement de la sortie d'Égypte, mais tout ce que représente la sortie d'Égypte. D'accord? Ce qui est important et qu'on oublie peut-être de souligner quelquefois, tout ce qui concerne cette sortie d'Égypte que nous rappelons le soir de Pessah ne démarre pas du tout au moment où le peuple juif rentre en Égypte. Quand Akash Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu, il lui annonce ta descendance sera esclave dans une terre étrangère pendant 4 siècles. Mais ça, c'est avant que le moindre juif foule la terre d'Égypte de son pied. Si on ne prend pas en considération cet élément-là, on a perdu un des piliers de base de tout ce que représente la sortie d'Égypte. Parce qu'essayez de comprendre, les Juifs ne sont pas encore entrés en Égypte, Joseph n'est pas là-bas, les enfants d'Israël ne sont pas nés encore, et voici qu'Akash Baruch Hu annonce à Abraham Avinu, ta descendance sera esclave pendant 4 siècles dans une terre étrangère. Autrement dit, il y a déjà un décret divin qui est là latent et qui va être réalisé justement au moment où le peuple juif, la famille en tous les cas de Yaakov Avinu, rentre en terre d'Israël, devient là-bas un peuple. Vous savez que je ne peux pas faire un cours sans piquer quelqu'un. Alors, une petite pique. Dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, un document rococo comme on ne peut plus. Je suis rabbin sioniste, ne vous inquiétez pas. D'accord? Mais c'est un document absurde qui n'a ni queue ni tête, qui commence par des bêtises, qui énonce que le peuple juif est né en terre d'Israël. C'est faux. Le peuple juif n'est pas né en terre d'Israël, il est né en Égypte. 70 personnes d'une famille sont rentrées en Égypte. 70 personnes, vous êtes d'accord que ce n'est pas un peuple? On est sorti 3 millions de personnes. La première personne qui nous déclare peuple, c'est Pharaon. C'est même pas nous. On n'est pas capable de nous déclarer en tant que peuple. C'est Pharaon qui s'aperçoit qu'on a constitué un peuple à l'intérieur même de l'Égypte. J'avais pas parlé du Tanakh la dernière fois, non? Mais alors peut-être ce serait une bonne chose qu'on amène maintenant un Tanakh maintenant, hein, Michael? Je pense que ça simplifierait beaucoup de choses. C'est juste... En attendant, je continue un petit peu pour ne pas perdre le temps. Il y a ici donc quelque chose qui est prévu sur le plan divin, il y a quelque chose qui est prévu, un esclavage est prévu, bien avant que l'histoire même de cet esclavage démarre, et on va sortir de cela, c'est prévu aussi qu'on va sortir. Et non seulement prévu qu'on allait sortir, mais prévu qu'on allait sortir avec Rechush Gadol. Je vous le dis en hébreu parce que ça m'est difficile, il y a des expressions hébraïques qui, dès qu'elles sont transposées dans une autre langue, surtout une langue latine, comme le français, elles sont immédiatement déformées. Elles perdent leur sens véritable. Essayons de traduire cette expression Rechush Gadol. Akash Baruch Hu annonce à Abraham Avinu, sa descendance sera esclave, et elle sortira de cet esclavage avec
la traduction étymologique, un grand bien, ou des biens, des grands biens. Mais c'est déjà une anomalie parce que le terme rechush en hébreu signifie un bien, mais aussi bien un bien matériel qu'un bien spirituel et un bien humain. Alors vous voyez comment, quand on traduit ça, ils sortiront avec un grand bien, on entend ça uniquement sur le plan matériel. On a déjà déformé tout le sens de cette expression. Bien. En tous les cas, on en a perdu énormément. Donc c'est très difficile de passer d'une langue à l'autre. On va essayer de traduire, on va essayer de ne pas perdre les expressions. Je vous en prie, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'histoire de l'Égypte, je vous convie à ouvrir le livre qui est consacré à cela, qui est le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah. Ouvrez-le, il est dans ses éditions à la page 89. D'accord ? Prenez à la page 89, regardez comment la Torah, autrement dit comment Dieu nous présente la sortie d'Égypte. Après, je vous raconterai comment les Égyptiens présentent la sortie d'Égypte. Parce que ça, les gens ne le connaissent pas. Un bref rappel pour toute personne qui éventuellement n'aurait pas connu les textes de la Torah. Joseph, un des 12 fils de Yaakov Avinu, est vendu par ses frères. Il devient le vice-pharaon. Entre parenthèses, c'est le premier urbaniste au monde. C'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on s'occupe d'urbanisme, qu'on fait rentrer toutes les populations agricoles à l'intérieur de la ville et les assujettir à toutes les directions du pays. C'est la première fois dans l'histoire. C'est Joseph qui fait ça. Il devient le vice-pharaon et il fait venir toute sa famille en Égypte, étant donné la famine qui règne dans tout le Moyen-Orient à l'époque. Et l'Égypte a des ressources que Joseph avait constituées lui-même. Et c'est à ce moment-là que commence le livre de Shemot. Et regardez comment tout cela nous est présenté. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas très bien l'hébreu ici? N'hésitez pas à me dire, parce que je veux savoir qu'est-ce que je dois traduire, il n'est pas nécessaire qu'on gagne un peu de temps. Est-ce que le texte de la Torah, où on peut renverser les choses, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, je vous en prie, interrompez-moi et demandez-moi, je le traduirai. D'accord? Mais tout le monde parle à peu près hébreu ici? Il y a des gens de oui ou non? Il y en a qui ne parlent pas complètement. Je me permets de penser qu'ils ne parlent pas. D'accord. Voici. Alors, écoutez, ceux qui lisent en hébreu n'ont qu'à le lire en hébreu. Je traduis directement en français. Ça sera peut-être un peu charabia parce que c'est difficile de traduire comme ça en instant. Aval, j'espère que ça sera compréhensible quand même. Voici les noms des fils d'Israël qui sont venus en Égypte avec Jacob. Chacun avec sa famille est arrivé, Reuven, Shimon, etc. Il y a toutes les numérations. Et au verset 6, bon, ça, il faut... j'ai oublié de faire taire l'empoisonneur public. Excusez-moi. אני באמצע שיעור, אני אוכל להתקשר יותר מאוחר, בסדר? להתראות. On va... Voilà. Repassez au verset, s'il vous plaît, 6. Vayamot Yosef, Joseph est décédé, et tous ses frères, et toute la génération en question. Et voici que les fils d'Israël, au verset 7, les fils d'Israël sont devenus de plus en plus nombreux, et ils sont devenus de plus en plus, comment dire ça? Le terme puissant est un peu fort, mais avec une position sociale importante en Égypte. Je crois que ça serait la bonne... et ils ont rempli la terre d'Égypte. Écoutez donc, comprenez un petit peu ce qui se passe. La famille de Yaakov Avinu rentre en terre d'Égypte, mais c'est une famille. Une famille, elle se perd dans la masse. N'oublions pas que l'Égypte, elle a à l'époque la grande puissance.
C'est un pays énorme, c'est un pays puissant sur tous les plans, sur le plan économique, militaire, et j'en passe et des meilleurs. Une famille de 70 personnes, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais voici que très vite, cette famille devient un groupe social extrêmement important qu'on retrouve partout. On va dire ça en terminologie problématique, pas très sympathique pour nous. Ils infestent toute l'Égypte. Qui regarde ça comme ça? C'est l'Égyptien qui regarde ça comme ça. La Torah le traduit sous cette forme-là parce que c'est les Égyptiens qui nous voient partout. Et voici que la Torah ouvre un nouveau chapitre. Vayakom el Chadash al Misraïm, voici qu'un nouveau pharaon est nommé. Comprenez, il ne s'agit pas d'un nouveau pharaon, c'est une nouvelle dynastie. La dynastie précédente a connu Joseph et c'est la contribution de Joseph et de toute sa famille à la terre d'Égypte. Maintenant arrive une autre dynastie qui ne veut rien entendre parler de ce qui a été fait pour l'Égypte. D'accord? C'est un nouveau roi, il faut comprendre ça de façon très large. Hachel lo yada et Joseph, il ne connaissait pas Joseph. Impossible en Égypte de ne pas connaître Joseph. Tout ce qui se passait au palais des rois était posé par écrit. Avec précision, imprécision, peu importe, mais tout était posé par écrit. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas qui c'est Joseph. C'est écrit partout, dans n'importe quel événement important de l'histoire d'Égypte est marqué dans les annales. Il y a un seul peuple qui a essayé de se mesurer avec nous dans sa volonté de poser par écrit son histoire. C'est l'Égypte. Le peuple juif est le seul à garder son histoire en permanence, d'une génération à l'autre. Il rajoute chaque fois quelques strates. Le seul peuple qui a agi dans ce sens-là, c'est l'Égypte. Et voici que subitement, quelqu'un prétend qu'il n'est pas au courant qu'il y avait un Yosef qui était là un jour et qui a contribué à l'Égypte. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ça vous rappelle rien? Bon, alors plus tard on en parlera. Continuons pour l'instant. Voici que ce monsieur ne connaît pas Joseph et qu'il s'adresse à son peuple. Regardez le peuple juif. Il est plus nombreux, plus puissant que nous. Allons et usons de sagesse dans un sens péjoratif. Nitrakemalo, une espèce de ruse, hein? De peur qu'ils deviennent encore plus nombreux. Et s'il nous arrive une guerre, il va se joindre à nos ennemis, okay? Et il va nous combattre, et il va quitter la terre. D'après le texte de la Torah, il y a une crainte ici du pharaon que le peuple juif quitte l'Égypte. Nos Chachamim disent que c'est pas vrai, c'est pas ça l'intention véritable de la Torah. C'est une façon détournée de la Torah de dire exactement ce que voulaient dire les Égyptiens. C'est pas qu'il va quitter le pays, il va nous faire quitter à nous le pays. D'accord? Je vous dirai dans un petit moment qu'est-ce que ça rappelle, parce que vous êtes jeunes, peut-être vous ne pouvez pas le savoir. Vayassim ou Alavsalemsim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des chefs, des personnes qui imposaient une corvée au peuple juif. Okay? Les mananoto besivlotam, pour lui rendre la vie pesante. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des villes pour Pharaon et Pitom va être Ramsès. Ramsès, c'est Ramsès, je n'ai pas besoin de vous dire, vous le comprenez facilement. Pitom, c'est une autre ville. Est-ce qu'il s'agit de Memphis ou d'une autre ville, peu importe. En tous les cas, ils ont construit des grandes villes et surtout des villes silos où on entassait la nourriture, les provisions, etc. D'accord? Top. Mais voici qu'est-ce qui se passe. Et là, un phénomène très très important pour nous, le peuple juif. Plus les Égyptiens nous faisaient le problème, plus le peuple juif devenait nombreux. Ça, c'est une phénoménologie qui parsème toute l'histoire du peuple juif. Plus on nous fait de problèmes, plus on devient important. Ça répond à aucune logique humaine. Chaque fois qu'on a essayé de nous écraser, c'est là qu'on s'est réveillé.
Et ça se passe déjà en Égypte. C'est le premier phénomène de ce genre-là. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, et les Égyptiens lèvent les bras. Ils disent, on n'en peut plus avec ces gens-là. עכשיו, ils ont tout fait pour nous rendre la vie amère. Au verset 14, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, בכל עבודה קשה. Tous les travaux difficiles, les plus impossibles, ils ont mis sur notre dos. Okay? Et ça n'a pas suffi pour casser ce peuple-là. Quelle est l'étape d'après? Voici. Elle est extrêmement importante. Okay? Au verset Tetvav, c'est 15. Vayomer melech Mitzrayim lam yaldot ha'ivriot. Il convoque toutes les sages-femmes du peuple juif. Et il leur dit la chose suivante. Alors il y en a deux dont les noms sont cités ici, mais il ne s'agit pas de deux, c'est les deux chefs de liste. Shifra et Pura. Et il leur demande la chose suivante, au verset 16, quand une femme juive accouchera, vous verrez qu'est-ce qui se passe sur Ovnaim. Ovnaim, c'est quelque chose que le monde moderne ne connaît pas. C'est une espèce de, comment dire ça, de table de pierre, semi-table de pierre. J'explique. Pour aider une femme à accoucher, il la mettait sur un espèce de semi-lit, qui était fait de pierre et qui était adapté pour lui faciliter l'accouchement. D'accord? Et il demande aux sages-femmes, quand l'accouchement démarre, si vous voyez qu'il s'agit d'un garçon, ben vous le mettez à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivante. Je vous pose une petite question. Si c'est comme ça, pourquoi au moment de l'accouchement? Attendez qu'il accouche. Vous allez voir. Si c'est un garçon, vous mettez à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivante. Nous, les jeunes filles ici, puisque ça vous concerne plus, vous êtes capables de nous dire pourquoi? Vous avez une idée? C'est un enfant de... Non, la mère. Est-ce que ça change si c'est au moment de l'accouchement, 1 heure après, elle est pas dans un état normal? On n'est pas attaché. Physiquement parlant, pardon? On n'est pas attaché. On est... Non. Vous voyez, vous réfléchissez en tant que juif, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre l'égoïsme. Je vais vous expliquer. Pourquoi il demande au moment de l'accouchement? Au moment de l'accouchement, qu'est-ce qu'elle fait une sage-femme? Elle attrape l'enfant, elle le tient d'abord par la tête. C'est la tête qui sort la première. Et la tête n'est pas encore fermée. Alors lui dit, quand vous voyez que c'est un garçon, ben vous avez appuyé un petit peu sur le crâne. Et comme ça, il dit, oh, s'il y a eu un accident au moment de l'accouchement. Vous comprenez comment on agit, comment on élimine le peuple juif? Comme ça paraît pas comme un décret cruel. Ce sont des accidents, il y en aura beaucoup, bon, ça arrive. Il faut attendre qu'il sorte complètement. Pardon? Il faut attendre que le bébé sorte complètement pour savoir si c'est un garçon ou une fille de toute manière. À peu près complètement, mais de toutes les façons, c'est la sage-femme qui le tient jusqu'au moment où il est complètement sorti. Et puis, il y a des faux mouvements. Il faut que ça passe comme ça en douceur, il faut que ça soit un peu élégant. D'accord? L'idée d'envoyer l'enfant sur le... d'envoyer l'enfant Vous m'excusez, attendez, je vais vous écouter, je veux juste rappeler quelque chose. Si à vous, ça vous rappelle rien, moi, en tant que fils de rescapé d'Auschwitz, ça me rappelle beaucoup. On n'assassine pas un juif n'importe comment. On le rentre à la douche. Au lieu de l'eau, c'est du gaz. Il faut que la mort soit élégante. Et ne croyez pas que j'ai établi une comparaison comme ça, violente, par hasard. Vous allez voir jusqu'où va cette comparaison. Pas cette comparaison, cette similitude. Comparaison, ça viendrait de moi. Vous allez voir jusqu'où va cette similitude. Maintenant, je vous écoute. Pardonnez-moi, en fait, il est marqué de Pharaon dit aux sages-femmes, pas de le tuer, mais de le jeter au Nil. Donc, quand vous parlez d'une mort accidentelle, L'eau. l'ayora, tachterou. Mais et pourquoi Tachlechoun? C'est-à-dire jeter-le dans le Nil, noyer-le dans le Nil. Mais pourquoi au moment de l'accouchement à ce moment-là? C'est vrai, mais pourquoi au moment de l'accouchement? On peut le jeter à l'eau après? On est
Vous comprenez? Il faut dire non, ben c'est mal né, il y a une déformation, il est sorti avec un problème. Il y a mille et une façons de camoufler une problématique. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que dans certains hôpitaux dans le monde entier, quand il y a un enfant mal formé qui naît, il y a certains médecins qui le noient? Jusqu'à l'heure actuelle? Pas dans l'intention d'être cruel, mais dans l'intention de faire du bien aux parents et de leur éviter cette difficulté d'avoir un enfant avec problématique tellement dure. D'accord. Bon. On va trouver des tas de moyens de contourner un petit peu ce décret. D'accord? Alors, revenons au texte de la Torah et regardez la suite. Et que vont répondre les sages-femmes? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Il s'avère que les sages-femmes refusent de faire ça. Et Pharaon les convoque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Regardez, à la fin, c'est le dernier verset. Vatirena mialdot et Elohim. Les sages-femmes ont eu crainte de Dieu. Et Velorasu Kachet Diber Alehem Melech Misraim, elles ont refusé de réaliser l'ordre de Pharaon. Vatechayena et Ailadim, elles ont laissé vivre les enfants. J'espère que vous comprenez l'amplitude de ces... L'ampleur, pas l'amplitude, excusez-moi. L'ampleur, je réfléchis en hébreu maintenant, ça m'est difficile de vous parler toujours en bon français. L'ampleur du courage de ces personnes. C'est pas un État démocratique, l'Égypte de l'époque. Quelqu'un qui refuse d'obéir au roi, on lui coupe la tête sur place. C'est un courage incommensurable de leur part. Elles savent qu'elles mettent leur tête à prix. C'est le courage du peuple juif. Vayikra melech Misraim la mialdot, et voici qu'il les convoque, Pharaon les convoque. Il dit, Madoua asitem adavar hazeh vatechayen ta'iladim, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Écoutez, là c'est quelque chose de brillant. Ils lui disent, les Juifs, elles ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Mais avant que nous, en tant que sage-femme, on arrive, elles ont déjà accouché. Ça vous semble une réponse acceptable? Dites la vérité. Vous pouvez faire avaler une réponse pareille à Pharaon? Qu'est-ce que moi j'aurais dit à la place de Pharaon? Vous vous moquez de moi? Ben, je vais vous répondre, la vérité c'est qu'il ne se moquait pas de lui. Combien une femme qui accouche en France reste à l'hôpital? Combien en général? Pardon? J'entends pas. Non. En tous les cas, pas de montant. Pas de montant, désolé. Elle ne sortait pas de là-bas avec moins de 10 jours à la clinique. Alors maintenant, ça a peut-être changé. Mais à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, vous savez en Israël combien de... quand une femme accouche, qu'est-ce qui se passe? Si elle a couché le matin, le soir, elle vient déjà se plaindre au secrétariat de l'hôpital. Pourquoi vous ne me laissez pas sortir? J'ai rien à faire ici. Quand les sages-femmes ont dit qu'elles sont remplies de vie, c'est pas comme les Égyptiennes, c'est pas faux, c'est vrai. Allez dans un hôpital, dans une machlaka de Yoldot, dans n'importe quel hôpital, vous allez les voir. Après quelques heures, elles sont debout en train de vouloir filer. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est ça le peuple juif. C'est pour ça qu'ils ont pu faire avaler ça à Pharaon. Ils savaient que c'était vrai. Ça. Une petite anecdote. J'avais une tante à moi, quand elle était enceinte du 7e mois, et moi j'avais 15 ans, elle faisait avec moi compétition, qui c'est qui court le plus vite. D'accord? On est arrivés ensemble. Mais je ne vous ai pas dit la vérité encore.
quand j'avais 16 ans, je courais le 60 mètres en 6 secondes et 6 secondes 7. C'était à peu près le record de mon âge en Europe. Elle arrivait en même temps que moi. D'accord? C'est ça une femme juive. Ils n'ont pas raconté des blagues. Alors, d'où est-ce que ça vient? Enfin, pourquoi la femme, elle est dans son lit, elle est détente? Enfin, pourquoi Je vais vous dire quelque chose qui vous semblera peut-être pas délicat de la part d'un rabbin, mais je vous le dis clairement. Qu'est-ce qu'elle fait une femme quand elle est enceinte en France? Elle achète des robes pour essayer de cacher qu'elle est enceinte autant qu'elle peut. Et quand une femme en Israël, elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas encore arrivée au 3e mois, elle expose son ventre pour montrer au monde entier qu'elle est enceinte. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on considère qu'amener la vie, c'est l'éducation chrétienne, c'est une faute. Et le peuple juif considère que c'est l'essentiel de sa vie d'amener de la vie. Il est fier d'amener de la vie. D'accord? Alors tu poses la question d'où ça vient. Elle a amené de la vie, elle est très contente. Une autre, elle va supporter. C'est difficile, un enfant. C'est dur. D'accord? C'est là qu'il faut dire l'expression française. Plus on est de fous, plus on rit. Ouais. Alors revenons à notre pharaon, pas très sympathique, mais revenons à notre pharaon. עכשיו, ויטב אלוהים למילדות, et Akash Baruch Hu leur a conféré la protection. Pharaon ne porte pas atteinte à ses sages-femmes, il aurait pu leur couper la tête. Il ne porte pas, Akash Baruch Hu les a protégés, c'est ce que dit le texte de la Torah. Et qu'est-ce que fait Akash Baruch Hu de ces deux personnes-là? Il leur fait d'elles vont sortir deux grandes familles. Je ne rentre pas dans les détails de la Torah. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe dans la suite. Quelqu'un de la tribu de Lévi va épouser une fille de Lévi. Un miracle. A priori, c'est tout ce qui est plus naturel. De qui s'agit-il? De Amram, le père de Moïse, qui va épouser Yochevet, c'est la mère de Moïse. D'accord? Tous les deux de la tribu de Lévi. Okay? Et l'enfant a un enfant. Elle voit que cet enfant, il est Tov. Et là, je ne peux pas vous traduire. Pourquoi je ne peux pas vous traduire? Parce que Tov, ça veut dire bon. Mais en hébreu, c'est Tov. Ça peut être Tov spirituel, matériel, humain, physique, tout ce que vous voulez. On peut tout mettre sur ce terme-là. D'accord? Nos Chachamim n'hésitent pas à dire que dès que l'enfant est né, la maison se remplit de lumière. Donc, ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est un enfant extraordinaire au sens étymologique du terme. Moshe Rabbeinu apparaît, c'est déjà autre chose, mais il y a un petit problème. C'est qu'il est né à 6 mois. 3 mois avant. D'accord? Pourquoi 3 mois avant, dit la tradition juive? Pour la raison suivante. Regardez d'abord. Elle l'a caché, elle cache cet enfant pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que le décret de Pharaon n'était pas annulé. Un enfant qui naît, il était donc en danger. Moïse est né après 6 mois. Les Égyptiens savaient quand quelqu'un était enceinte, ils marquaient ça, et ils venaient voir 6 mois après. 6 mois après, à partir du moment où on voyait quelqu'un, une femme enceinte, on vient voir 6 mois après si elle a accouché, on mettait à mort l'enfant. Mais Moïse est né 3 mois à l'avance, donc pendant 3 mois, l'enfant est caché. D'après la tradition juive, parmi les joncs sur la mer Rouge, etc. Okay? On le cache là-bas. Après 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? Et regardez ce que la Torah nous raconte. On l'a caché là-bas dans un petit, une petite corbeille qui est enduite de goudron pour que l'eau ne pénètre pas, etc. Arshav et sa sœur Myriam gardent l'enfant de loin. Mais qu'est-ce que fait Myriam à l'époque, la sœur de Moïse? Elle est à la cour de la fille du pharaon. Le pharaon, à l'époque, n'a qu'une seule fille. Un seul enfant et une fille. Comprenez que c'est une problématique
pour l'Égypte. Pourquoi? Puisque la royauté est héréditaire, mais elle est héréditaire chez les garçons. Il n'y a pas d'héréditaire par la fille. Donc il n'a pas de garçon, il n'y a personne qui va hériter a priori de la royauté. Elle s'appelle Bathia d'après la tradition juive. Nos Rachamim ont conservé son nom, s'appelle Bathia, un nom juif. Ça c'est une grosse problématique, comment c'est un nom juif, etc. Laissons ça de côté maintenant. En tous les cas, sa sœur surveillait l'enfant de loin, et voici que la fille de Pharaon va se baigner dans le Nil comme faisait toute la royauté à l'époque. D'accord? Et voici qu'elle découvre cet enfant parmi les gens, et elle ouvre la corbeille, elle voit un enfant, et elle l'entend pleurer comme un jeune garçon. C'est ce que dit la Torah. Il ne pleure pas comme un petit bébé. On entend une voix qui est une voix d'une personne âgée. Il est nahar boré. C'est un jeune homme qui pleure. Ce n'est plus un enfant. Elle comprend qu'il y a quelque chose ici qui ressort de l'ordinaire. Et Vatomer Achoto el Bat Paro. Alors, elle a eu pitié de cet enfant et elle a compris que c'est un enfant juif qui a été caché là-bas pour essayer de le sauver. À ce moment-là, la sœur se précipite. Elle lui dit, est-ce que tu veux que je cherche une nourrice pour cet enfant? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher Yochevet de la mer. D'accord? Et c'est comme ça que l'enfant a été agrandi. Okay? Et puis le reste, je vais vous dire oralement, parce que sinon, on n'en finira pas. Qu'est-ce qui se passe après? Moïse est adopté par cette Bathia. Et il porte le nom de Moshe. La Torah explique ce nom de Moshe, qui Minamai Meshiti, où il a été sauvé de l'eau. D'accord? Maintenant, il faut que je vous explique quelque chose. Un point extrêmement important. Il y a ici un peu de quoi, un touche ou quelque chose? Il n'y a pas un touche, Michael? Tu peux nous trouver un touche? Regarde si tu nous trouves. D'après la Torah, le nom de Moïse, c'est donc parce qu'il a été sauvé des eaux. D'accord? Il y a un petit problème. Le nom Moshe est un nom égyptien, est une terminologie égyptienne. Et Moshe, en égyptien antique, signifie fils. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe ici? Bathia n'a pas d'enfant. Elle est la seule fille de Pharaon. Elle adopte cet enfant. Comment elle l'appelle? Le fils. À partir du moment où il devient le fils de Bathia, qui est la seule héritière du trône, que va devenir cet enfant-là? L'héritier du trône. Où il va grandir? À la cour des pharaons. Détaché de son peuple. Il ne connaît pas son peuple. Il va recevoir une éducation égyptienne. Je suppose que vous connaissez la suite de l'histoire. Un jour, à un certain âge, il sort et il voit un des préposés par le pharaon à garder, à surveiller les Juifs, frapper un Juif. Il voit cette scène-là, il voit cette injustice, il ne peut pas la supporter. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il observe autour de lui, est-ce que quelqu'un le voit? Il arrive à la conclusion que personne ne le surveille. Il attrape l'Égyptien, il le liquide. Mais le lendemain, il s'avère qu'il y avait deux Juifs qui avaient vu la scène. Et ils lui ont dit, lorsqu'il leur fait un reproche pour un tout autre sujet, il lui dit quoi? Tu veux nous assassiner comme tu as assassiné l'Égyptien? Et Moïse s'enfuit. Vous avez une réponse pourquoi il s'enfuit? Pourquoi il doit s'enfuir? C'est l'héritier du trône. Pour le pharaon, c'est comme son fils, son petit-fils. Il a liquidé un Égyptien. Mais pour un pharaon de l'époque, liquider un Égyptien, 10 000 Égyptiens, c'est rien du tout. Même maintenant, dans un pays soi-disant démocratique, on liquide des milliers de personnes, ça ne dérange personne. Alors à l'époque, pourquoi il doit s'enfuir?
Alors une petite information extrêmement importante que nos Chachamim nous transmettent. Moïse à l'époque était le chef de l'armée égyptienne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'héritier du trône, c'est celui qui était à la tête de l'armée. Il était donc à la tête de l'armée égyptienne. Attraper un représentant de Pharaon et le liquider, qu'est-ce que ça signifie? C'est un acte de rébellion contre le roi. Il doit s'enfuir. Vous comprenez maintenant pourquoi il s'enfuit? Il avait une femme qui était éthiopienne. Pourquoi? C'est lui qui a procédé à la conquête de l'Éthiopie pour l'Égypte. C'est Moïse. Vous ne connaissez pas ce Moïse-là? Avant, pourquoi? Et c'est pas très difficile à imaginer ça. Parce que si c'était le petit juif de la diaspora, il voit le goy en train de frapper un juif, qu'est-ce qu'il... Je t'en prie, mon fils, ne le frappe pas, c'est pas juste, c'est pas truc. Moïse, je t'en prie, le liquide et puis c'est tout. Pas d'implication. C'est un personnage avec une force. Et donc, cette lumière de la naissance, elle est où pendant 40 ans? Elle est quoi? Elle est où pendant 40 ans? Dans son cœur. Il la ressentait? Comment? Il la ressentait, il y avait quelque chose? Il a toujours ressenti qu'il n'était pas tout à fait comme tout le monde. Mais il ne savait pas pourquoi. C'est pas la première personne qui ne sait pas pourquoi il n'est pas comme tout le monde. 40 ans, c'est quand même beaucoup. Pardon? 40 ans, c'est beaucoup. Et alors? Combien de temps ça prend aux Juifs de comprendre qu'ils n'ont pas leur place en diaspora? Et qu'ils ont quelque chose qui leur dit que ce n'est pas leur place? 2000 ans, 2500 ans. D'accord? Pourquoi tu es surpris? Alors Moshe Rabbeinu, après 40 ans, il a compris, c'est mieux. C'est ça? Il est parti où? Pardon? Il est parti où? Il est parti à Midian. Midian, c'est une région qui est tout vraisemblablement le sud de la Jordanie actuelle. D'accord? Il s'enfuit, il passe de l'autre côté. C'est là-bas qu'il va rester pendant 40 ans encore. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer, Akash Baruch Hu va le rencontrer sur le mont Sinaï pour la première fois. Maintenant, un premier point important. Pourquoi Akash Baruch Hu fait que le sauveur du peuple juif doit naître dans des conditions pareilles, être élevé en Égypte, grandir à la cour du pharaon, être le futur pharaon? Pourquoi ça? C'est tellement surprenant que quand Akash Baruch Hu s'adresse à lui sur le mont Sinaï, au buisson ardent, ce qu'on appelle le buisson ardent, j'espère que c'est connu de tout le monde, Ken. Au buisson ardent, Moïse va lui dire, mais pourquoi tu m'envoies moi? Peut-être envoie mon frère, il convient mieux. Pourquoi? Aaron est né dans le peuple juif, au milieu du peuple juif, il a reçu une éducation juive, et Moshe Rabbeinu lui dit, moi j'ai reçu une éducation égyptienne. Ça va, j'ai une culture, j'ai un PhD de l'université de Ramsès, mais ça va. En judaïsme, c'est pas mon domaine. C'est à moi que t'envoie. Réponse très simple. Uniquement une personne qui est née à la cour des pharaons, qui connaît donc tous les mécanismes de la culture égyptienne et du monde égyptien, est capable de démonter 100 pièces détachées. Il fallait grandir là-bas pour savoir comment se mesurer à une culture. Pour se mesurer à une culture, il faut la dominer parfaitement. Akash Baruch Hu fait que le sauveur naît là-bas, grandit là-bas. Il connaît tous les mécanismes. Personne ne s'est penché, une question depuis ma plus tendre enfance, j'ai jamais compris pourquoi personne ne s'était penché sur cette question-là. Quand plus tard Moïse, sur l'ordre de Dieu, vient voir Pharaon pour lui dire « libère mon peuple », et il vient le menacer une fois de ceci, une fois de cela, Pharaon n'essaye à aucun moment de le liquider ou de le mettre en prison. Ça vous semble pas bizarre? À l'époque, mais qu'est-ce qu'il est? Un monsieur, un personnage qui vient avec une insolence inouïe dire à la plus grande personne de l'époque, la personne la plus puissante de l'époque, à la tête de l'hyperpuissance de l'époque, et de venir le menacer.
Essayez d'expliquer ça à M. Bibi Netanyahou. Il a essayé de menacer Obama. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il a juste dit un petit mot et on veut le liquider. Alors, essayez de le menacer. Et ça dans un monde moderne. Alors, à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaissait parfaitement l'Égypte, il savait comment leur parler. Et il savait où c'est jusqu'où il pouvait aller. Et comment il pouvait aller comme ça. Parce qu'il était né là-dedans. Okay. À quel moment il a su qu'il était juif, Moshe, et qu'il avait comme frère Aaron et Myriam? Personne ne peut répondre avec certitude. Personne ne peut répondre parce que tout le monde prend cette information et essaye de la tirer dans n'importe quel sens. D'accord? Moi, je préfère être clair avec toi et de ne pas essayer de vous induire en erreur sous quelque forme que ce soit. Ça s'est passé à un certain moment avant la fin de ses 40 ans. Est-ce que ça s'est passé exactement quand il avait 40 ans, quand il rencontre cet Égyptien? Ou un petit peu avant? Ou beaucoup avant? Personne n'en sait rien. Raisonnablement pensant, ça a dû se passer au moment où justement il va voir ses frères. Parce que la Torah nous le présente comme le personnage qui va vers ses frères. À un certain moment. S'il a entendu parler de ses frères bien avant, pourquoi ne serait-il pas allé les voir bien avant? S'il est allé les voir à un certain instant, je pense qu'on peut affirmer avec sans trop extrapoler que c'est à peu près à ce moment-là qu'on lui a fait savoir qu'il n'était pas égyptien, mais qu'il était juif. Alors il dit, attendez, je veux savoir qui sont mes frères, je veux les connaître. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre l'Égyptien. L'Égyptien, il voit cet Égyptien en train de maltraiter ses frères, il ne peut pas supporter. Un juif normal ne peut pas supporter une injustice. Oui. Je suppose que bien avant ce moment-là, Moshe mangeait quand même cachère et tout à la cour de Pharaon, non? Non. Ah, il mangeait pas cachère? Rien du tout? Non. Sûrement pas. J'aurais cru qu'il mangeait cachère. Mais il ne pouvait pas savoir, il ne savait pas ce que c'était. Je sais pas, j'avais entendu ça. Ça. Heureusement qu'il avait goûté à ça. C'est pour ça qu'il pouvait nous dire manger ça à l'autre, c'est pas bon. Il n'était pas circoncis, Moshe? Nos Chachamim disent quelque chose d'extrêmement intéressant quant à votre question. Il est né circoncis. Il y a des enfants qui naissent circoncis. Ils ne l'ont pas vu à la Et ils ont vu qu'il est né circoncis. C'est pour ça que Tov, c'est une des explications du mot Tov. Autrement dit, il est déjà né parfait sur le plan juif. Ça arrive comme ça, certains enfants naissent circoncis de naissance. Moïse est né comme ça. Ken, Shmuel. Si Moshe c'était le successeur de Pharaon, Oui. pourquoi Hachem il a tout le temps aller le voir, faire un peu galérer au lieu qu'aussi il était successeur? Pourquoi? J'ai pas entendu la suite, excuse-moi. Si c'était successeur, automatiquement il aurait pu faire délivrer le peuple juif. Au lieu d'aller voir Pharaon, au lieu de se compliquer un peu, quoi. Automatiquement il aurait pu. Bien sûr. Alors, pourquoi, Mais l'histoire ne s'est pas déroulée comme ça. Tu poses la question pourquoi l'histoire ne s'est pas déroulée comme ça. D'accord, théoriquement, elle aurait pu se dérouler autrement. D'abord, c'est une mauvaise chose qu'elle se déroule comme ça. Quand tu sauves les Juifs facilement, la meilleure chose qu'ils te feront, c'est de te donner des coups de pied comme remerciement. Un Juif? Tu as vu un Juif reconnaissant? Ça va pas, non? Comment? Quand ils étaient délivrés, les Juifs aussi pour aller voir Moshe. Non, mais je dis ça, c'est une semi-plaisanterie, ne crois pas. Prends-moi au sérieux, c'est une plaisanterie sérieuse. Je vais t'expliquer dans un moment qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'il faut qu'on reste dans les temps. Ici, je ne veux pas trop forcer la dose. Qu'est-ce que c'est la matzah? Pourquoi on mange la matzah? Vous allez comprendre comment les choses se lient entre elles. Qu'est-ce que c'est la matzah? C'est de la pâte de pain. Comme n'importe quel pain, la seule chose qu'on a empêché, c'est le fait de lever. La pâte n'a pas levé, on ne la laisse pas lever. On la cuit tout de suite. Il sort donc une pâte un peu difficile à digérer, etc. Que ce soit des matzot comme la plupart des communautés le fassent, ou comme les Yéménites ou les Irakiens font un peu plus molle, peu importe, c'est quelque chose de dur à avaler. D'accord? Vous avez donc, pour procéder à la création de ces matzot-là, il faut procéder à quelque chose qui est à l'encontre d'une normalité. Nos Chachamim disent la chose suivante, qu'est-ce qu'on fait? On a empêché la matzah de lever. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire beaucoup de choses. Mais entre autres,
concernant ce point-là, tu vas comprendre pourquoi ma plaisanterie est extrêmement sérieuse. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut éduquer un enfant? Vous lui donnez toutes les libertés? Si vous voulez démolir un enfant, donnez-lui toutes les libertés. C'est la meilleure façon de le démolir. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un enfant? Il y a une première période où on le dirige, on lui impose certaines choses. Quand il arrivera plus tard à une certaine maturité, à ce moment-là, on le lâche. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la période pendant laquelle on lui impose certaines choses? Il y a ici des forces vives qui sont là, bouillonnantes à l'intérieur et qui n'arrivent pas à sortir. D'accord? Mais plus tard, lorsqu'on libère cet enfant au moment où il arrive à maturité, ces forces-là ne vont pas ressortir comme elles ressortent au moment de l'enfance, sans aucune direction, sans aucune orientation, sans aucun objectif précis. Plus tard, l'être humain a appris, pendant toute cette période où on l'éduque, où on lui impose, il a appris à dominer ces forces vives. Et donc, plus tard, à les orienter. Elles ont cessé d'être sauvages. Autrement dit, si on veut amener quelqu'un à un objectif éthique adéquat, il ne faut pas d'abord le laisser libre, il faut lui retirer une certaine liberté. Vous êtes ici en train d'étudier au Technion. Si vos parents vous avaient laissé libre au moment du cours préparatoire, vous seriez au Technion. Maintenant, vous seriez en train de balayer les rues, et encore, si vous n'étiez pas dans la mafia. Vous avez fini votre baccalauréat parce que vos parents ne vous ont pas laissé tranquille. Eh bien, c'est exactement ça l'esclavage d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une situation où nous avons perdu toute liberté. Mais pendant cette liberté, pendant cette perte de liberté, nous avons appris à nous soumettre aux exigences. Cette capacité de nous soumettre à des exigences qui nous sont imposées de l'extérieur, c'est celle qui nous donne et décuple même nos forces pour plus tard, lorsque nous devenons libres, de dominer ces forces et de les orienter telles qu'elles doivent être orientées. Et elles décuplent en force. Vous voulez un petit exemple? Pendant 2000 ans, on a été massacrés, étouffés, étranglés partout. Étranglés dans tous les sens du terme. Pas seulement physiquement, même moralement, humainement, intellectuellement, on ne nous a rien laissé faire. Dans la majorité de l'histoire en Europe, on nous a laissé, prêter de l'argent avec usufruit, ensuite on nous massacrait pour nous reprendre l'argent. D'accord? On n'avait même pas la possibilité d'avoir un terrain, d'être agriculteur, n'importe quoi. On nous a étouffés. Mais regardez qu'est-ce qui se passe maintenant. L'État d'Israël a été créé. Après 2000 ans d'étouffement, toutes les forces vives de ce peuple explosent. Et l'État d'Israël réalise en 50, 60 ans ce que des nations n'ont pas réalisé en 2000 et 3000 ans. Et vous comprenez qu'est-ce que c'est la matzah? Ça signifie on écrase quelqu'un pendant un moment. Mais c'est provisoire. Pour qu'il apprenne à se dominer. Une fois qu'il a appris à se dominer, on le libère. Ça, c'est la matzah. Deuxième point, qu'est-ce qu'on mange avec les matzot? Le marron, des herbes amères. Pourquoi? Un personnage qui ne sait pas se rappeler des difficultés de la vie, autrement dit de l'amertume de la vie, il ne sera jamais un personnage moral. Et j'émets un doute. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas connu de difficultés dans sa vie, ne serait-ce que moindre, pourra être injuste un jour moral? J'émets de forts doutes à cela. Par contre, les personnes qui ont eu des difficultés et qui ont eu à affronter des difficultés, à surmonter des difficultés, elles savent qu'est-ce que ça veut dire l'effort humain, qu'est-ce que c'est la droiture, qu'est-ce que c'est l'exigence morale. Un petit fait dans ce domaine-là. J'ai un beau-frère qui est médecin à Tel HaShomer. Il y a de cela quelques années, il est au Cheder Miyun. C'est un spécialiste des enfants, etc. Il est au Cheder Miyun d'enfants. À Tel HaShomer, c'est un grand hôpital, je suppose que vous le savez. Et on amène un enfant dans un état médical très compliqué, très difficile. Mon beau-frère l'envoie immédiatement faire une radio.
Après 1 heure, on ramène... bon, l'enfant est revenu, mais on amène la radio. Vous savez, les médecins là, mettent ça sur un espèce d'écran blanc, etc., pour voir ses radios, etc. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Peu importe. Il a à peine mis la feuille comme ça. Ici, il y a une femme qui, à côté de lui, qui est en train de laver les parterres, dans le Cheder Miyun. Elle lui dit, c'est cette maladie-là. Et une maladie pas du tout triviale, pas du tout évidente. Mon beau-frère était soufflé. Comment il n'a pas eu le temps de voir? Elle lui dit déjà, et de loin, quelle est la maladie? Mon beau-frère s'adresse à elle et lui dit, excusez-moi madame, mais comment vous savez ça? Elle lui dit, mais comment je sais ça? J'étais le directeur de l'Institut Röntgen de Moscou. Mon frère lui dit, mais qu'est-ce que vous faites alors ici, en train de laver les parterres? Il lui dit, je viens de venir de Russie, on ne m'a pas reconnu encore les diplômes. Alors il faut que je gagne ma vie d'une façon. Alors je travaille en tant que je lave les parterres pour gagner ma vie en attendant qu'on reconnaisse mes diplômes. Vous avez compris qu'est-ce que c'est la moralité de quelqu'un qui a affronté les difficultés du monde bolchevique? Il y a quelqu'un qui, avec beaucoup d'esprit et de justesse d'esprit, a appelé Staline le pharaon rouge. C'est le pharaon rouge, le nouveau pharaon. Depuis le pharaon de l'Égypte dont nous parlons maintenant, jusqu'à ce Staline, il n'y a pas eu, j'ai pas de terme, je crois qu'aucune langue n'a encore créé un terme suffisamment méchant pour qualifier ce personnage-là. J'ose pas me servir d'un terme parce que ça me semble trop petit. Entre 60 et 70 millions de personnes, il a mis à mort. Tout le monde parle de Hitler. Hitler a mis à mort pendant la guerre 50 millions. Staline le passe de loin. Entre 60 et 70 millions, ce sont les estimations. Et il a fait la même chose. Assujettir le peuple juif de façon cruelle, de façon... on peut pas... il faudrait peut-être qu'un jour qu'on parle de ça. Une petite seconde, laisse-moi que je termine, j'oublie pas des points principaux. Les gens qui ont connu ça, qui ont eu les difficultés, ils savent aborder la vie. Permettez-moi de vous raconter quelque chose de personnel. En principe, ça ne se fait pas, mais pour vous expliquer. En 1962, nous avons été expulsés d'Algérie. L'Algérie a reçu son indépendance. Nous avons dû tous fuir, toutes les personnes, tous les francophones, que ce soit les juifs ou Amavdi, les goïms. On est venu en France. On n'avait pas où habiter. Nos parents n'avaient pas de quoi travailler, pas de parnassa, rien du tout. Quelqu'un a fait beaucoup de chesed, la communauté de Strasbourg a fait beaucoup de chesed avec les juifs, a créé un internat pour les enfants de familles juives qui avaient des difficultés. Ils n'ont pas pu évidemment recevoir tous les enfants, mais ils ont reçu quelques dizaines, parmi eux, moi et mon frère. Et ils ont trouvé ce qu'ils pouvaient se permettre à l'époque. On nous a mis dans une maison, dans un petit village dans la banlieue de Strasbourg. Il y a quelqu'un qui est de Strasbourg par hasard ici? Peu importe, un petit village qui s'appelle Oberschevelsheim. On arrive là-bas, c'est un village d'agriculteurs alsaciens. Ils sont restés coincés au Moyen-Âge. Allez voir ces personnages-là. Sur le plan physique, des gens très solides. Les chevaux de labour qui étaient des demi-éléphants. La tête de l'agriculteur elle peut dépasser quelquefois même la tête du cheval. Hein? Je ne sais pas qui c'est qui était plus intelligent des deux. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Quand on n'a pas vu ça, on ne peut rien comprendre. Mais des gens hyper chrétiens. Ce qui faisait que le dimanche, tout est fermé. Plus qu'à Mavdi, Yom Kippour chez nous. Tout est fermé. Même si on n'avait pas d'argent. Et même si on avait de l'argent, il n'y avait pas moyen d'acheter même une tranche de pain. Et on était dans un internat, on n'avait pas beaucoup à manger. On avait faim. Un dimanche, on avait vraiment faim, on s'est mis à chercher, je me suis mis à chercher partout quelque chose à manger. J'ai rien trouvé. Après 1 ou 2 heures de recherche, j'ai trouvé au-dessus
d'une armoire un morceau de pain où il y avait presque 1 centimètre de verre de gris. J'ai pris ça. Il y avait un camarade à moi, il me dit, tu vas pas manger ça? Je lui ai dit, bien sûr que je vais manger, qu'est-ce que ça veut dire, je vais pas manger, j'ai faim. Alors il me dit, non, tu es fou. Je lui ai dit, non, non, t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment on fait ça. J'ai pris le morceau de pain, j'ai enlevé tout le verre de gris, je l'ai trempé dans l'eau parce qu'il était... si j'avais envoyé ça sur la tête de quelqu'un, je crois que le crâne aurait été brisé, il était tellement dur. Je l'ai trempé dans l'eau, et ensuite je l'ai mis sur le feu, un peu pour le sécher, et j'ai mangé ça. Tous les autres enfants, les jeunes de cet internat, il n'y a pas un qui aurait été capable de faire ça, et ils vivaient dans des conditions plus difficiles que nous en Algérie. Et moi, j'ai pu le faire. Vous savez pourquoi? Quand on était jeune, en Afrique du Nord, vous achetez du pain à 7 h du matin, une baguette, à midi, vous savez qu'est-ce que c'est la baguette? Un morceau de platine. Il a séché au soleil, vous frappez quelqu'un avec ça, il ne s'en sort pas. Alors évidemment, en tant qu'enfant, quand le pain était frais, on aimait bien le manger. Quand il avait séché, on n'aimait pas le manger. Mon père arrivait à la maison, il voyait qu'on ne mangeait pas le pain, on allait acheter du pain frais. Il a dit, vous n'allez pas me jeter du pain. Ma mère lui disait, mais on ne peut pas, c'est dur comme de la caillasse. Tu vas faire des croûtons, tu vas mettre ça dans le marac, dans le bouillon, tu vas truc. On ne jette pas de pain. J'avais été donc habitué à ne pas jeter du pain, c'est pour ça que j'ai pu le manger. T'as compris, quand on a connu les difficultés, on affronte n'importe quelle difficulté. Quand on ne les a pas connues, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on demande à chaque juif, rappelle-toi des difficultés de l'exil. Et surtout de l'esclavage. Ensuite, tu comprendras. Prenez n'importe quelle famille juive, de n'importe quelle communauté à l'heure actuelle. Il y a 2 générations. Où c'est que la famille habitait? 4-5 familles dans un appartement de 2-3 pièces. Maintenant, son gros problème, c'est où mettre 2 ou 3 voitures. Mais s'il n'est pas capable de se rappeler qu'il y a 2 générations, il était dans les difficultés, et bien même quand il aura de la place pour 2 ou 3 voitures, il va continuer à pleurer qu'il est malheureux et qu'il n'a rien de quoi manger, il n'a pas où habiter. C'est ça, ça. D'accord? Qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Il y a quelque chose quand même que j'arrive pas à entendre. Oui. Parce qu'il y a, pour l'éducation, en effet, on a besoin de frustration. Mais il y a frustration et cruauté et horreur. Et quand même dans l'esclavage... Pourquoi elle est horreur? J'avais lu des Midrash qui parlaient des horreurs que les Égyptiens auraient pu nous faire vers la fin de l'esclavage. Ah non, que les Égyptiens nous ont fait ça, excuse-moi, les Égyptiens n'ont pas été de mémoire, ils ont pris les enfants, et ils les ont mis dans le ciment des pyramides et des maisons. Non mais ça, on ne demande pas à quelqu'un de soir de Pessah excuse-moi, je vais te dire ça en semi-plaisantant, on ne demande pas à quelqu'un d'amener un enfant dans le ciment et de le consommer, non, ça ne va pas. On lui demande de manger un peu de salade, un peu amère, ça ne va pas aller très loin. On n'a pas besoin de ça pour être éduqué, c'est trop. On a besoin de ça. On a besoin de ça, de ça. Ne tombe pas dans le panneau du christianisme qui dit qu'on n'a pas besoin d'actes. On a besoin d'actes. Sans actes, non, ça disparaît. C'est pas ça le problème. Je veux dire, quand on était en Égypte, je parle pas du fait de ça. Non, en Égypte, on a souffert. On n'a pas besoin en Égypte de ça. On aurait pu être éduqué de la même manière avec moins de souffrance. Je vais te répondre. Ah, nous, en Égypte? Non. Attends. Tu es passé dans un autre domaine. Je parlais de ce qui se passe maintenant. Toi, tu es revenu en arrière. C'est une toute autre histoire. C'est une toute autre histoire. Ce qui s'est passé en Égypte, si tu veux, je vais en dire quelques mots dans un instant. Je parle de maintenant. Maintenant, nous essayons de rappeler, nous faisons un effort de rappeler toutes ces difficultés pour savoir apprécier ce que nous avons maintenant. C'est ça le sens de Pessah. Je me rappelle des difficultés en mangeant la matzah, je me rappelle des difficultés en mangeant le marron, mais on mange ça dans un repas royal, pas oublier. Chacun a sa mesure, sa façon, ses moyens, etc. Mais de toutes les façons, un repas de fête. Et si quelqu'un est pauvre, alors on l'invite à la maison. C'est ça tout le sens de Pessah. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, je veux arriver à cela. Si tu soulèves ce problème, c'est une toute autre chanson.
faut que vous sachiez, je vous ai parlé il y a un instant du sens du terme Moïse, qui signifie fils. Vous savez qu'il y a des pharaons qui s'appelaient Tout-Moshe, le fils de Tout. Tout, c'est une divinité suprême égyptienne. D'accord? Pourquoi les pharaons se prenaient tous pour fils de Dieu? Ça vous rappelle quelque chose? J'espère que ça vous rappelle quelque chose. Il y en a un, il y a 2000 ans aussi, qui s'est pris pour un pharaon, pour un fils de Dieu. Il était juif, c'est ça le problème. Mais c'est pas du tout une plaisanterie. Vous savez où c'est que l'idée lui est venue? Quand il était en Égypte. C'est en Égypte que l'idée lui est venue. C'est pas en Israël. Il a dû s'enfuir avec son maître et d'autres Talmidei Chachamim parce que le roi d'Israël massacrait les rabbins. Ils se sont enfuis en Égypte. Et c'est en revenant d'Égypte qu'il est venu avec cette idée-là. D'accord? Donc vous voyez que ici il y a des phénoménologies qui se chevauchent et il faut les suivre. Mais revenons à autre chose. Avant le Sefer Shemot, la Torah nous raconte quelque chose d'extrêmement important, qui est la chose suivante. Quand Yosef est encore vice-pharaon, il ne s'est pas encore fait reconnaître de ses frères viennent en Égypte. Il les invite à manger. Voici que la Torah nous décrit une scène qu'on ne comprend pas a priori. Il y a 3 tables qui sont dressées. Une table pour Joseph, une table pour les membres de la cour égyptienne et une 3e table pour les frères de Joseph. Et là, on ne comprend pas qu'il y ait une table pour les frères de Joseph qui viennent d'un autre pays, qui sont même soupçonnés d'être des espions, etc. Je peux comprendre. Mais pourquoi Joseph n'est pas assis avec les autres membres de la cour? Pourquoi il est à une autre table? Et la Torah de préciser pourquoi. Et je vous le dis tout de suite en français, parce que c'est une abomination pour un Égyptien de s'asseoir à côté de quelqu'un qui est hébreu. Autrement dit, l'antisémitisme est déjà là-bas. Le goy refuse de s'asseoir à la même table qu'un juif. Même étant vice-pharaon, il reste le sale juif. Et là, je vais vous rajouter un élément fondamental. Vous savez qu'est-ce que ça signifie en égyptien ancien, le terme mitzri? Adam, un homme. Vous avez compris? Celui qui est égyptien est un homme et celui qui ne l'est pas est un sous-homme. Connu ou pas? Ça vous rappelle quelque chose? Il y a 60 ans? Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est Pharaon? C'est le premier Hitler de l'histoire. On a parlé de cruauté. Le problème à eux, c'est comment on peut devenir inhumain à ce point-là de prendre des enfants et le mettre dans le ciment? Eh bien, il n'y a qu'à lire qu'est-ce qu'ont fait les nazis avec les enfants juifs, et puis on verra la même chose. Autrement dit, la sauvagerie anti-juive, elle n'est pas née aujourd'hui. Elle est née il y a bien longtemps. Il y a déjà 3500 ans. C'est un renouveau sous une autre forme. Peut-être plus problématique parce qu'elle est plus sophistiquée au nom de personnages qui se prétendaient plus intellectuels. Quoique ça ne soit pas évident, puisque l'Égypte de l'époque était la grande culture de l'époque. Donc c'était aussi les intellectuels de l'époque. Les Khatoumim, c'était les intellectuels de la cour du pharaon. D'accord? Est-ce que vous savez qu'il y a encore 1 an ou 2 ans, il y a eu un scandale, 2 ans et demi, un scandale en Allemagne, ils ont encore dans le formol des morceaux de de juifs avec qui ils font de la recherche médicale. Vous voyez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ce rapport par rapport aux juifs, et Hitler, je vous avais lu une fois un discours à lui, quand il déclarait que si le Warburg, le grand banquier, va continuer à dominer le monde économique, ça sera la fin du peuple juif. Mais c'est exactement ce que dit Pharaon.
C'est ce qu'il dit Pharaon. Et ils dominent, ils sont partout. Ils nous dominent partout. L'antisémitisme, ici, se réveille au moment où il s'aperçoit de l'impact de ce peuple-là, parce qu'effectivement, le peuple juif, partout où il rentre, il bouleverse tout, il bouge, il fait bouger ça. Pas toujours dans le bon sens, mais il fait toujours bouger. Il ne laisse pas une situation sur place. Et maintenant, j'arrive sur le plan, qu'est-ce que c'est sortir d'Égypte? Il faut que vous sachiez que dans la culture égyptienne de l'époque, ou plus exactement, je vous dirais ça autrement. Est-ce que vous savez qu'Aristote affirmait qu'un esclave est né esclave, il n'en sortira jamais? Vous le savez ou non? Il affirmait ça. Vous savez d'où vient l'idée? Eh bien, c'est la conception égyptienne. Un esclave, il est né esclave, il ne sort pas de là. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça signifie pour le peuple juif de sortir? De prouver que toutes ces conceptions-là sont erronées à la base. On peut s'arracher à une condition. La plus difficile, la plus basse qui soit, on peut s'y arracher. Et le peuple juif, c'est celui qui donne l'exemple. C'est ça la sortie d'Égypte. Il n'y a rien qui est déterministe chez nous. On prouve qu'il n'y a rien qui est déterministe. On sort des difficultés, les pires difficultés que ce soit. Qui aurait imaginé un jour que les Juifs de Russie allaient sortir de derrière le rideau de fer? Personne. Ils sont sortis. Et ils sont là. Moins bien que ce qu'on a voulu, ils ont subi beaucoup de dommages, et nous aussi avec eux. Dans tous les cas, ils sont quand même sortis, et une grande partie d'entre eux sont ici parmi nous. D'accord? Donc le peuple juif arrive à arracher, à déchirer ses chaînes. C'est ça la sortie d'Égypte. Mais il manque quelque chose le soir du Seder maintenant. Il manque l'élément principal du soir du Seder. Vous savez lequel? Le sacrifice de Pessah. Au moment du Seder maintenant, tout tourne autour de la matzah, de la galette et du maror. Mais c'est pas comme ça d'après la Torah. D'après la Torah, tout devait tourner autour du sacrifice de Pessah. D'accord? Pourquoi autour du sacrifice de Pessah? Un point fondamental ici. Que représentait l'agneau pour les Égyptiens? L'idole par excellence. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Ils avaient une fête. Ils avaient une fête particulière qui avait lieu toujours le 14 Nissan, l'après-midi. Et ils consommaient un agneau, mais il fallait qu'il soit ou cuit ou cru. Interdiction de le griller. Alors qu'est-ce que fait Akash Baruch Hu? Il dit, ben vous le grillez. Puisque c'est ça qui les fait sortir des gonds, c'est ce que vous allez faire. Vous allez avoir le courage d'affronter la culture égyptienne, de leur dire, tout ça c'est erroné. On vous met ça par terre. Et on les a prévenus. L'agneau devait être pris 5 jours avant la sortie d'Égypte. On l'attachait au pied du lit. L'Égyptien venait voir comment on attache son Dieu au pied du lit. Alors il venait demander la question, qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Eh bien on va l'égorger. C'est le combat du peuple juif contre toutes les conceptions erronées, toutes les cultures erronées. Je vous présente ça de façon très sèche, très méchante. C'était pas du tout trivial. Ça aurait pu se terminer par un pogrom. A priori, il y avait tout pour que ça se termine par un massacre du peuple juif. Non. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Que les nations sont capables de comprendre le message d'Israël et que quand Israël le déclare sans peur et sans embâche, il cède. On a besoin de ça à notre époque. Ne pas avoir peur d'affronter n'importe quelle culture et n'importe quelle civilisation. Et de dire ça c'est positif, ça c'est négatif. Il ne s'agit pas de dire n'importe quelle civilisation ne vaut rien. Non. Il s'agit d'être capable de procéder à un tri. Ça oui et ça non. Qu'est-ce que Akash Baruch Hu nous demande de faire avant de sortir d'Égypte? Allez demander à tous vos voisins et vos amis qui vous donnent des ustensiles. Vous savez qu'est-ce que nos Rachamim m'expliquent là-dessus? Qu'est-ce que c'est des ustensiles? C'est des moyens. D'accord? Qu'est-ce que vous étudiez au Technion? Qu'est-ce que vous étudiez au Technion? Pour être ingénieur, vous étudiez des maths, la physique, la chimie, etc. J'en passe des meilleurs. Qui c'est qui a créé tout ça? Des juifs ou des goïms? Oui. Des goïms au départ. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas doué, on sait se débrouiller très bien.
On a des prix Nobel à gauche et à droite. Mais de qui ça vient? Ce sont des moyens de se mesurer à l'existence qui viennent de qui? Pas du peuple juif, qui viennent des nations. Le juif est capable de dominer ça parce qu'il est capable de dominer n'importe quoi. Mais ça vient des nations, c'est ça les ustensiles. Tout ça on peut prendre. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a pas demandé de prendre des juifs? Le contenu de l'ustensile. On prend les moyens, pas le contenu. Le contenu, c'est nous qui le donnons. Parce que le contenu de la vie et de l'existence est un contenu spirituel, pas un contenu matériel. Tout ce qui relève du matériel, on peut prendre sa dénation, pas de problème. Mais quelque chose qui relève de valeur, d'une éthique, d'une morale, c'est de nous que ça doit venir. C'est nous, le peuple de prêtres. La sortie d'Égypte, c'est une nation qui va diriger moralement, éthiquement, humainement, spirituellement tout l'univers, qui affronte toutes les grandes cultures, et la première d'entre elles, l'Égypte. Ça a même commencé avant. Quelle est la grande culture avant l'Égypte? Qui est sorti de là-bas? Abraham. Il s'arrache de la grande culture de Mésopotamie. Un peu plus tard, on s'arrache à la grande culture de l'Égypte. Et plus tard, on s'arrache à la grande culture de quoi? À nouveau de Babylonie, ensuite de Perse, ensuite de Rome, ensuite de Grèce, ensuite du monde occidental, ensuite du monde soviétique, et j'en passe et des mégas. On a affronté toutes les cultures. On a perdu pas mal de plus. On a payé le prix fort. Mais on est là, on a eu le dessus partout. Personne ne peut guider l'existence sans le peuple juif. Il y a quelqu'un de la communauté qui était à Pékin il y a de cela quelques années, il rentre dans un grand hôtel. Le chef d'hôtel lui dit d'où vous venez? Il lui dit je viens d'Israël. Il lui a dit tu viens d'Israël, combien vous êtes d'habitants en Israël? C'était il y a de nombreuses années. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a répondu, 4 millions, 5 millions. Il dit c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Il dit 4 millions et 5 millions et vous faites du tapage dans le monde entier, on ne peut pas rien faire sans entendre parler de vous. D'accord? Vous comprenez qu'est-ce que c'est? Les nations comprennent le peuple juif mieux que les juifs eux-mêmes. Regardez-le. Qui c'est qui va identifier le premier le peuple juif? C'est même pas les juifs, c'est Pharaon. Il dit inhérent Béné Israël. Les juifs n'ont pas compris qu'ils sont déjà un peuple. C'est les nations qui nous font comprendre ça. Le soir de Pessah, nous retraçons toute l'histoire du peuple juif à la sortie d'Égypte, qui est une quintessence de l'histoire du peuple juif durant toute l'histoire. On rappelle nos difficultés, on rappelle nos problématiques, mais on rappelle qu'on est sorti, on est un personnage libre. Nous sommes des personnages libres au sens profond du terme. Notre identité n'est pas forgée par autrui, elle vient de notre fort intérieur. Et on commence par halachma anya. Vous savez qu'est-ce que c'est? On invite quelqu'un à participer avec nous. Autrement dit, on invite des gens pauvres, des gens nécessiteux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait chesed. Je ne vais pas vous dire la grâce parce que vous allez m'amener là-bas à l'Ord, ou comment ça s'appelle là-bas ensuite, là-bas dans les... Au bâtiment. Oui, au baptismal, quelque part, j'en sais rien. Et le peuple, je garde le terme hébraïque parce qu'il est beaucoup plus sérieux. Chesed, c'est être capable de donner alors qu'on n'en a aucune obligation. Et pas de donner pour avoir un mérite au monde futur. Donner pour faire le bien à autrui. On commence tout le seder par ça. Parce que c'est la première mida, la première qualité de Avraham Avinu. Ish ha-chesed. Le peuple juif, zancher chesed. C'est par ça qu'on commence le Leil Seder. Et tout de suite. Et avant ça, on a commencé par le Kiddush. Qu'est-ce que c'est le Kiddush? La déclaration de la spécificité du peuple juif. Que Dieu nous a choisis parmi toutes les nations. Quelque chose d'insupportable pour une conception occidentale. Peu importe, on s'en moque éperdument. Nous sommes un peuple à part, et le fait d'être à part ne nous a jamais amené à massacrer autrui. Il y a d'autres qui nous ont mis sur le même plan à la Révolution française, et on était tellement égaux qu'on est arrivé à Auschwitz.
Non, non. Nous, on déclare notre spécificité afin de bouleverser le monde dans le bon sens. C'est ça le peuple juif. Il est capable d'être en Égypte, capable d'être partout, il est capable d'en sortir aussi, parce qu'il faut transformer, bouleverser le monde afin qu'il progresse. C'est ça toute la sortie d'Égypte. S'arracher toujours à une condition quand elle n'est pas ce qu'elle doit être ou quand elle n'est pas tout à fait parfaite. C'est ça tout le sens du Seder. Et le peuple juif le déclare, on est là en permanence à réaliser ça. Alors je vous souhaite un excellent Seder, de Chag Sameach à tout le monde.